Bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Grands Enjeux qui va parler aujourd'hui de la question électorale. Nous le savons, elle est au cœur aujourd'hui de la vie nationale. C'est vrai que nous connaissons aussi des sérieux problèmes de sécurité, mais tout aujourd'hui est projeté, que ce soit dans la vie politique ou institutionnelle, vers les élections en 2023. Est-ce que ces élections auront lieu? Quel mécanisme de transparence pour les élections crédible en 2023 à l'occasion des opérations d'identification et enrôlement des électeurs? Eh bien, ça sera cela le thème de ce numéro qui va recevoir pour vous Monsieur Cyril Ebotoko, chargé des programmes éducation civique et élection à la commission épiscopale justice et paix. Il est également un superviseur technique national de la mission d'observation conjointe SENCO et CC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, John. Voilà. Alors, nous allons d'abord commencer cet entretien sur l'explication ou la compréhension de certains termes que nous allons utiliser ici, entre autres les missions ou la mission d'observation, celle qui vous concerne. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de la mission d'observation électorale conjointe SENCO et CC dans ces processus électoraux? La mission d'observation électorale conjointe SENCO et CC n'est pas différente de toutes les autres missions électorales que vous avez connues ici comme ailleurs. Donc, comme vous le savez, la SENCO et les CC, ce sont des confessions religieuses, autrement des organisations basées sur la foi. Et elles ont comme champ de bataille l'homme. L'homme dans sa dimension holistique. C'est-à-dire cet homme qui est spirituel, qui est économique, qui est social, mais qui est aussi politique. Et vous savez ce que représente la vie politique dans notre pays pour le commun des mortels. Donc tout est suspendu sur cette problématique et tout ce que nous connaissons comme problème aujourd'hui, l'explication est ramenée au niveau de la question politique. Et que dans l'histoire de notre pays, et vous pouvez trouver même dans l'avant-propos de notre Constitution, il est bien inscrit que chaque fois qu'il y a eu crise de légitimité, notre pays a plongé dans la violence, toutes les violences que vous connaissez qui criblent pratiquement notre parcours historique depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Et donc, les évêques, ici je parle de la SENCO, mais aussi les pasteurs, les évêques aussi du côté de l'église protestante, ils ont mis en place une mission d'observation électorale pour appuyer les processus électoraux dans notre pays. En fait, c'est une mission qui sera composée d'un certain nombre d'observateurs de plusieurs catégories et qui vont descendre dans les lieux où auront lieu les opérations électorales pour collecter systématiquement les données, les faire remonter selon la mécanique que nous mettons en place et produire des rapports qui seront rendus publics. Oui, mais sans vous interrompre, je crois qu'en ce qui concerne l'Église catholique, elle n'est pas à sa première expérience dans ce domaine. Mais vous vous rappelez, pour certains, il aurait été bien que l'Église reste dans son rôle plutôt que de mélanger les pouvoirs divins avec les pouvoirs intemporels, avec les pouvoirs temporels. Ça dépend de ce que cette personne entend par le pouvoir divin. Qu'est-ce qu'on entend par le pouvoir divin? Ça concerne qui? Ça concerne l'homme. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, que les églises devraient rester dans leur mission prophétique et ne pas rentrer dans les champs politiques. Justement, ils sont dans la mission prophétique. Ils ne font pas la politique. Ils ne font pas la politique. Mais ils sont dans la défense de l'homme. Mais lorsqu'il y a des prises de parole contre ou pour les animateurs des institutions ou des acteurs politiques, eh bien là, ça laisse quand même à réfléchir. Les animateurs de l'Église sont dans leur rôle prophétique. Lisez la Bible.
lisez l'Ancien Testament, vous verrez quel a été le rôle de ces hommes de Dieu à côté des politiques, à côté des dirigeants. Et vous comprendrez que jusqu'à aujourd'hui, l'Église reste dans son rôle de veilleur, de sentinelle, pour une seule cause, le bonheur de l'homme, le bien-être pour l'homme. Alors, déjà, lors du processus électoral passé, l'Église catholique, la SENCO, a eu à tirer la sonnette d'alarme à plusieurs reprises sur tout ce qu'il y avait comme dysfonctionnement, aussi bien en amont de l'organisation de ces élections, et puis après en aval. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que beaucoup de choses n'ont pas changé. Oui, nous sommes dans un processus. Nous sommes une jeune démocratie et que on peut voir les choses comme ça, mais il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Le moment venu, nous verrons que cette démarche des hommes de Dieu va commencer à donner ses fruits. J'ai toujours entendu les gens dire des choses comme ça. Parfois, ça nous étonne. D'abord, ce que nous avons connu comme passation de pouvoir, ce que nous avons appelé en d'autres termes, le terme ne vient pas, l'alternance politique. Oui. Il faut dire que l'Église catholique a joué un grand rôle pour qu'on y arrive. C'est l'Église qui a fait, en tout cas pas l'Église seule avec les autres parties prenantes, mais elle a joué un rôle central. On oublie vite. Les gens oublient vite pour qu'on arrive à cette alternance. Vous savez, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les peuples. Oui, bien sûr. Mais cette fois-là, nous avons eu un pouvoir qui a accepté de le céder à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient sur le terrain, qui ont travaillé et qui ont favorisé cette alternance. Et je crois, puisque j'en suis témoin, que l'Église catholique dans ce pays a joué un rôle central. Regardez tout ce qui s'est passé en 2016-2017, regardez la position de l'Église, regardez tout, et vous comprendrez. Alors, quel mécanisme de transparence pour des élections crédibles en 2023 à l'occasion des opérations d'identification et enrôlement des électeurs? On a dit que ça va être la trame de cette émission. Et tout de suite, quand on se pose cette question, il se pose aussi la question du fichier électoral, qui est au cœur de ces processus électoraux. À ce jour, les fichiers électoraux précédents, il est disqualifié totalement selon vous. Est-ce qu'on devrait revoir, on devrait avoir un nouveau? Comment le faire? Dans quel temps? Tant qu'on n'a pas encore réalisé un fichier d'état civil dans ce pays, on aura toujours des difficultés en ce qui concerne le fichier électoral. C'est-à-dire l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sera toujours là du fait de l'absence d'un fichier d'état civil. C'est pourquoi l'ONIP doit accélérer son travail pour doter notre pays de ces fichiers afin que nous puissions avoir désormais des fichiers électoraux beaucoup plus fiables, et ça va aussi nous permettre de réduire les dépenses en ce qui concerne l'organisation des élections. Je voudrais juste confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, que le fichier passé, il est presque obsolète, du fait qu'il y a des nouveaux majeurs qui doivent être intégrés, il y a des personnes décédées qui doivent être retirées, il y a des personnes qui ont perdu leurs droits civils qui doivent être retirés, d'autres qui les ont recouvrés qui doivent être réintégrés. Il y a beaucoup d'opérations comme ça qui doivent être réalisées pour avoir un fichier électoral qui représente réellement le poids électoral de chaque circonscription. D'autant plus que le fichier électoral, non seulement il nous permet d'avoir le nombre d'électeurs, mais aussi ça permet de répartir les sièges au niveau des circonscriptions pour les députés nationaux, les conseillers à plusieurs niveaux. Voilà l'importance de ces fichiers. Mais puisque vous parlez du schéma d'intégrité du processus électoral, vous avez parlé pour avoir les élections crédibles et tout. Oui. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la mission d'observation électorale conjointe,
Senco SCC, nous travaillons sur base de 21 obligations, je ne saurais pas vous les citer ici, quelques-unes peut-être. Droit et possibilité pour tout citoyen de voter, droit et possibilité pour tout citoyen de se faire élire, l'égalité, l'absence de la corruption. Il y en a 21 obligations sur base desquelles nous travaillons, mais je peux les ramener sur 4 critères. Oui. Le premier, c'est l'inclusivité. Le deuxième, c'est la transparence. Le troisième, c'est la responsabilité. Et le quatrième, c'est la compétitivité. Mais pour atteindre ces critères qui font qu'une élection soit crédible, il y a 2 conditions. La première, c'est l'accès des observateurs, des témoins et des journalistes au site où se réalisent les opérations de vote, ou tout endroit où une opération de vote se réalise, et que le fait de faire en sorte que les données électorales soient ouvertes. Quand je parle des données électorales, ici je vais revenir sur 4. 1. Le découpage des circonscriptions. Il faut que le public, le citoyen, comprenne comment est-ce qu'on a opéré pour découper les circonscriptions électorales. Deuxième critère, l'enregistrement des électeurs. Les gens doivent comprendre comment cela va se faire. Où se trouvent les centres d'inscription? Il y en aura combien à travers le pays et ils sont implantés où? Ce qu'on appelle les cartographies opérationnelles des centres d'inscription. Troisième donnée fondamentale qui doit être ouverte, c'est la cartographie des bureaux de vote, ou les cartographies des bureaux de vote, les cartographies opérationnelles pour les bureaux de vote. Ça doit être connu. Troisième donnée fondamentale, c'est les résultats bureau de vote par bureau de vote. Si on travaille sur ces éléments, il y en a d'autres que je n'ai pas pu citer. Les gens qui travaillent sur l'observation électorale, les témoins, les journalistes, vont rapporter sur ces éléments. Le public sera au courant et va faire confiance au processus électoral. Et je voudrais vous dire ici que la confiance du public au processus électoral vaut ce qu'est le sang humain, le sang en fait dans le corps humain. C'est très important. Oui, je voudrais quand même que vous reveniez sur un aspect que nous avons évoqué tout à l'heure en ce qui concerne les fichiers. Doit-on attendre les fichiers d'identification nationale ou refaire un fichier électoral par la CENI, comme cela s'était déjà fait par le passé, et c'est là peut-être possible en combien de temps, parce que vous êtes un technicien aussi. Merci beaucoup. Pour le cycle en cours, c'est tard. Parce que vous êtes au courant que la CENI a déjà commandé le matériel qui commence déjà à arriver. On forme déjà les agents qui vont travailler dans les centres d'inscription. C'est tard. Mais nous sommes aussi au courant qu'il y a possibilité que l'ONIP travaille aux côtés de la CENI pour prolonger les opérations, en fait les étapes, afin de récupérer les données que la CENI n'a pas pu récupérer dans son fichier, pour compléter et pour que, in fine, l'ONIP puisse avoir en ce moment-là le fichier d'état civil. Donc c'est une très bonne chose s'il matérialise cette option. Donc on fera d'une pierre deux coups. On a inscrit les électeurs pour cette fois-ci, parce que si on attend l'ONIP, nous risquons d'être en retard. Vous savez que nous devons avoir les élections plus tard décembre 2023. Alors il faudra attendre, il faudra que l'ONIP continue ce travail pour que lors du cycle électoral prochain, nous puissions avoir un fichier d'état civil qui va nous permettre d'avoir un fichier électoral fiable. C'est très 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 important. Et encore, il va falloir que les services de l'État continuent à travailler pour que les fichiers que l'ONIP mettra en place soient régulièrement actualisés, de sorte qu'ils ne tombent pas obsolètes comme les différents fichiers électoraux que nous avons jusqu'aujourd'hui.
Oui. Alors, en tant que mission ou en tant qu'Église, vous faites partie certainement aussi du cadre des concertations mises en place pour échanger entre la CENI et les acteurs de votre trempe. Est-ce que, depuis les entretiens que vous avez certainement eu à avoir avec les animateurs de la CENI, y a-t-il des préoccupations? Y a-t-il de l'appréhension quant à la suite du processus? Organiser un processus électoral dans un pays comme le nôtre, les difficultés, il doit y avoir. Il y en a. Ces difficultés sur le plan technique, sur le plan financier, surtout à ce niveau-là. Mais les uns sont mis en place pour faire face à ces difficultés et mettre en route un processus électoral qui tienne. Alors, quelles difficultés vous voulez évoquer? Il y en a, mais nous savons que, et au niveau de la CENI, et au niveau du gouvernement, et même des autorités beaucoup plus élevées de ces pays, tout le monde affirme que le délai constitutionnel des élections attendu sera respecté. Dès lors, nous pensons qu'ils ont pris en compte toutes les difficultés qui peuvent être en présence. Ils savent comment les juguler et pouvoir permettre à ce pays et au peuple congolais de renouveler le mandat de ses dirigeants. Oui, tout à l'heure, dans l'énumération que vous avez faite, vous avez semblé mettre un point d'honneur sur la confiance du public et l'accès à l'information. Pour vous, l'information électorale publique, pour vous, c'est essentiel. Très essentiel. Parce qu'un processus électoral qui ne jouit pas de la confiance du public, c'est un processus nul. Parce que vous organisez les élections pour le citoyen, pour le peuple. Dès lors que le peuple n'a pas confiance en ce que vous faites, donc vous êtes nul. Vous n'êtes pas à votre place. C'est pourquoi nous félicitons l'actuelle équipe de la CENI qui a levé l'option de redorer l'image de cette institution d'appel à la démocratie. Nous les suivons de près, nous espérons qu'ils iront plus loin dans cette option. Ça fera partie d'un résultat pour eux. Voilà pourquoi la mission conjointe d'observation électorale CC5O va travailler avant le jour du scrutin. Cette mission va travailler pour participer à l'accroissement de la confiance du public au processus électoral. Nous allons observer les différentes étapes. Nous allons commencer par la révision du fichier électoral. On s'y prête. Nous y travaillons pour qu'à chaque étape, nous mettions à la disposition de l'organisme de gestion des élections, la CENI en fait, ce que nous verrons sur le terrain, afin qu'il améliore la CENI son travail en temps réel. Si nous trouvons qu'il y a des problèmes, ils sont au courant, parce que c'est le pays il est vaste, ils ont besoin de ça. La CENI en a besoin, mais le public aussi. Mais aussi, la CENI, si elle met à la disposition du public les cartographies opérationnelles des centres d'inscription, c'est l'une des données qui doit rester ouverte. Le moment venu, les cartographies pour les bureaux de vote, et puisque la loi lui demande de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, je pense que ce sont des choses qui vont amener plus de transparence dans le travail de la CENI, plus d'inclusivité, plus de compétitivité et plus de responsabilité, et ça va engendrer de plus en plus la confiance du public au processus électoral. Comme ça, les dirigeants qui seront proclamés élus seront acceptés par ce public et ils vont jouir totalement de leur légitimité. Oui, vous avez dit, vous n'êtes pas le premier. En Afrique, on n'organise pas les élections pour le perdre. Pensez-vous que la CENI dispose de suffisamment d'autonomie, de détachement, de liberté, la CENI actuelle, pour l'indépendance, je voulais dire, pour en arriver à ce point? D'autant plus qu'elle est liée, j'allais dire congénitalement, au pouvoir en place, dont elle dépend financièrement totalement, 100%. Je ne voudrais pas épouser votre expression qu'il y avait un lien congénital entre la CENI et le pouvoir.
Je me mets un peu loin de ça. En fait, John, vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'étais quelque part, j'ai entendu quelqu'un dire, voilà, cette femme n'est pas belle parce que sa mère est insolente. Quel lien y a-t-il entre la beauté d'une femme et l'insolence de sa mère? C'est un peu ça, non? Ça me ramène un peu à parler un tout petit peu de la notion de neutralité dans un processus électoral. Tous ceux qui sont à la CENI sont des citoyens congolais. Et ils vont voter. Ils vont voter pour des candidats. Oui, 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 c'est cela. Ça signifie qu'eux-mêmes, comme individus, ils ont un parti pris, ils ne sont pas neutres. Ouais, ils ont leur propre conviction. Mais c'est l'institution qui doit rester neutre. Mais eux, ils doivent être impartiaux. J'ai toujours donné l'exemple d'un préfet des études qui a dans son école, moi j'étais préfet des études pendant plusieurs années, j'en sais quelque chose, dans son école, ses propres enfants. Mais le règlement intérieur dit que en cas de bagarre, c'est le renvoi définitif. Ça, c'est le règlement. Si votre fils propre tombe dans ces délits-là, vous faites quoi? Il faut le faire partir. Un autre cas, vous êtes préfet des études ou enseignant, délibération. Qu'est-ce qu'on fait? On fixe les critères. Et on a attribué des numéros aux élèves. Quand on arrive devant chaque cas, on ne cite pas les noms de l'élève. Puisque c'est la personne qui t'a dit, cet élève ici a tel échec, a réussi ceci, ici et là. Et on regarde seulement les critères. Cet élève passe ou reste. Il fait la deuxième, c'est sur quoi? On regarde les critères, on décide. On ne connaît pas l'élève. Je pense que dans le fonctionnement, dans la conduite d'un processus électoral, il y a des mécanismes qui permettent à NOG de pouvoir opérer de cette manière. Il faut laisser les observateurs, les journalistes et le témoin accéder à tous les sites où se déroulent les opérations électorales et de rendre public ce qu'ils ont vu. Si l'OGE sait qu'il y a des témoins qui sont en place, il y a des journalistes qui parcourent, il y a des observateurs qui font leur travail, il aura des hésitations pour faire quoi que ce soit. C'est des éléments comme ça qui peuvent les protéger. De deux, les données ouvertes. Il faut laisser toutes ces données ouvertes pour que les gens voient comment est-ce qu'on a implanté les centres d'inscription à travers le pays. Est-ce qu'il y a discrimination dans la façon de répartir les centres d'inscription à travers l'espace national? Il y a eu déjà par rapport à cela donc un tollé là, donc on a stigmatisé la manière dont ces bureaux semblaient vouloir se mettre en place. Non, moi je ne fais pas partie de ceux qui parlent de cela. Moi je fais partie d'une mission d'observation électorale. Nous travaillons là-dessus. Nous verrons si ce qui circule là, parce qu'on voit beaucoup de papiers qui circulent, qui parlent de pas mal de choses. Mais moi je suis ici dans les standards. Je ne prends pas en compte ce qui se passe actuellement. Nous, on n'a pas encore relevé ce que vous soulignez. Peut-être s'il y en aura, et le moment venu, on va en parler avec la CENI. Mais en tout cas, jusque-là, nous y travaillons. Mais il y a quand même pas mal de rumeurs en ce sens. Nous avons entendu cela. Dites-moi, parlant du fichier électoral, comment prévenir cette fois-ci? Parce que ça risque aussi d'être un travail supplémentaire. Tout ce qu'il y a eu comme doublons par les passés, les mineurs, l'enregistrement des mineurs, ainsi de suite. Parce que cela avait donné un sérieux travail de nettoyage même du fichier qui avait pris un sérieux temps. Et pour certains, toutes ces imperfections n'ont pas été extirpées du fichier électoral, au point que lors du vote, on a vu des cartes avec des mineurs sortir, ainsi de suite. Tout fichier qui ne résulte pas tout fichier électoral, qui ne résulte pas d'un fichier d'état civil, il est défectueux. Il est porteur toujours de grandes faiblesses. C'est comme ça, il faut toujours mettre des garde-fous pour essayer de gérer ces faiblesses. Le fichier fiable, c'est celui qui découle d'un fichier d'état civil. Rassurez-vous que tous les fichiers que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui sont porteurs de grandes faiblesses.
Alors, mais il y a possibilité de faire face à ces faiblesses-là. Suivez seulement les opérations telles que ça se passe dans les bureaux de vote. Il y a lieu pour les témoins, les journalistes et les observateurs de voir s'il y a des fictifs qui viennent voter, s'il y a des personnes qui votent 2 fois, s'il y a des personnes non éligibles qui viennent voter, on peut les identifier. Mais ce travail commence déjà à partir de la constitution du fichier électoral. On va voir, nous allons suivre et nous allons interagir avec la CENI avant de le faire avec le public, améliorer les faiblesses et les cas échéants. Je dis bien les cas échéants. Si je comprends bien, votre stratégie, c'est, bon, tout ce qui peut se faire en amont, c'est fait. Le plus important, c'est qu'on respecte le délai constitutionnel et qu'on puisse permettre l'accès à tous les bureaux. Comme ça, vous allez avoir accès aussi à toutes les données relatives au vote ou pas. Mais vous savez que les missions ou les particuliers ne peuvent pas publier les résultats des votes sans la CENI. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit. Je ne dis pas que tout ce qui se fait avant. Je ne dis pas que tout ce qui est fait avant n'est pas important. Je vais vous faire quelques rappels. Oui. Dans un processus électoral, on commence par les cadres juridiques. Nous y avons travaillé. Aujourd'hui, nous avons obtenu que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Je ne voudrais pas parler de centre de vote parce que même avant, c'était comme ça. Au niveau des bureaux de vote. Mais je reviens au niveau national. Vous allez vous rappeler que lors des dernières élections, la mission d'observation électorale de la CENCO avait demandé, pour besoin de paix et de cohésion sociale, qu'on puisse publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. On nous a dit, la loi n'a pas prévu ça. Nous avons rétorqué, la loi ne l'avait pas interdit. Ça n'a pas été fait. Mais moi, cette fois-ci, nous avons obtenu que les résultats, une fois publiés à travers les médias, ils doivent être de la même manière publiés au niveau du site de la CENI, mais cette fois-là, bureau de vote par bureau de vote. Ça, nous l'avons obtenu dans les cadres juridiques, c'est qu'il y a un travail, nous avons commencé le travail bien avant. Je vous ai dit maintenant que nous allons suivre l'inscription des électeurs. Quand nous suivons l'inscription des électeurs, c'est que toutes les faiblesses que nous allons constater, je dis bien toujours les cas échéants, elles seront rapportées à la CENI puisque nous aurons 3 zones opérationnelles, même avant la fin de la première zone pour qu'elle ne soit pas sacrifiée. Après 2 semaines d'observation, nous allons mettre à la disposition de la CENI nos constatations pour voir s'il y a des choses à améliorer ou pas. Nous allons ainsi travailler pour soutenir le travail de la CENI pour qu'il puisse produire ce jour-là un fichier électoral qui soit quand même acceptable, qui reflète tout de même les réalités de terrain. Nous allons continuer. Nous allons aussi observer l'environnement préélectoral entre la fin de la construction du fichier électoral et le début des opérations de réception et de traitement des candidatures. Nous allons observer le comportement des parties prenantes pendant cette période. Nous allons rendre public les parties prenantes, la CENI elle-même, les partis politiques, nous-mêmes observateurs, le gouvernement, la police, parce que vous savez que la sécurité, c'est l'un des maillots importants pour un processus électoral crédible, et nous y sommes avec tout ce que vous connaissez comme problème. Nous allons un peu évaluer le comportement de tous ces gens avant qu'on en arrive à l'étape de réception et de traitement des candidatures. Un rapport sera rendu public, mais nous allons aussi suivre le processus de réception et de traitement des candidatures, y compris le traitement du contentieux pour cette étape. Un rapport sera publié. Nous allons suivre l'environnement préélectoral de la publication des résultats des listes définitives des candidats, quand on publie. Dès cette étape-là, jusqu'au début de la campagne électorale, nous allons observer le comportement des parties prenantes pendant cette période. Et les rapports seront rendus. Vous voyez, y compris la publication des cartographies opérationnelles qui sont attendues pendant cette étape-là. Je crois que c'est 30 jours avant le début de la campagne électorale. Nous allons après observer la campagne électorale et après le jour du scrutin. Et on va finir par l'observation du contentieux des résultats. Il n'y aura pas une étape qui sera laissée. C'est un marquage très serré. Il n'y aura pas une étape qui sera laissée pour compte. C'est ce qu'on a fait. On va le refaire cette fois-ci. Donc on ne va pas... Et pour revenir à votre préoccupation des résultats,
C'est notre loi qui dit que c'est la CENI qui publie les résultats provisoires. Et la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne le président de la République, publie les résultats définitifs. On ne va pas enfreindre à cette disposition de la loi, on va la respecter. Mais seulement nous sommes des observateurs citoyens, nous allons tout suivre, et on va essayer de faire en sorte que nous puissions favoriser la publication des résultats crédibles, en appuyant le travail. Vous allez faire du lobbying à l'international pour qu'on mette la pression sur la CENI? Quand nous avons travaillé la fois passée, nous avons travaillé avec la CENI. Parce qu'il est souvent dit que les deux églises qui se démarquent, l'église catholique et protestante, répondent souvent, comme on dit, au dictat de l'impérialiste. Il faut suivre la dernière. Il faut suivre la dernière. Si on répond au dictat de l'impérialiste, comment est-ce qu'aujourd'hui la CENCO peut sortir un communiqué où on dénonce certaines positions de la communauté internationale concernant la situation sécuritaire de notre pays? Ça, je le dis vraiment pour montrer. Oui, c'est ce qui est vrai, c'est faux. La CENCO a cette fibre nationale vissée au corps terriblement. Ouais. Dans ce genre de situation, la CENCO est égale à elle-même. Ça ne sert à rien d'attribuer à la CENCO. La CENCO travaille pour l'homme. Et je vous répète que cet homme, il est spirituel, il est social, il est économique, il est politique. Et l'Église, les deux églises, les deux grandes, prennent en compte cette dimension holistique de l'homme et travaillent pour que cet homme soit heureux pendant son séjour sur la terre. Alors, est-ce que des faits majeurs peuvent décaler aujourd'hui la tenue des élections? Je parle ici des questions de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que tout près de Kinshasa, dans le Mai-Ndombe, nous connaissons une situation sécuritaire délétère qui peut dégénérer toujours à tout moment parce qu'il me semble que ce n'est pas bien maîtrisé. Ne parlons même pas de l'Est. Goma, Beni, Butembo, c'est une poudrière. Alors, visiblement, on n'est pas sorti de l'auberge. Pensez-vous que si d'aventure on se retrouve dans cette situation d'ici décembre, parce qu'il est prévu l'enrôlement, si tout se passe bien, d'ici décembre, eh bien, que faire de ces citoyens? Est-ce que pour eux, pour la compassion avec ses compatriotes, ne serait-il pas mieux de postposer aussi cette partie du processus, quitte à ce que les élections soient organisées bien plus tard, avec tout le monde? Il est vrai que la situation sécuritaire dans notre pays, elle est préoccupante, c'est une réalité. Moi-même, j'ai écouté mon séjour de à Goma. Je devais passer une semaine, mais un jour après, j'ai décidé de retourner ici. Nous avons, notre réseau, elle est implanté partout, même là où se trouve l'M23. Nos collègues de travail sont là. Nous avons quand même un certain nombre d'informations sur ce qui se passe. C'est vraiment inquiétant. Mais cette sécurité, elle est gérée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui maîtrise mieux que quiconque la situation sécuritaire de notre pays. Le chef de l'État, le gouvernement, le président de la République comme institution, le gouvernement, sont mieux placés pour nous parler de cette situation sécuritaire. Mais c'est fait que jusqu'à aujourd'hui, toutes ces deux instances, président de la République, gouvernement, même les deux chambres du Parlement, y compris la CENI elle-même, martèle, quel que soit ce qui va arriver, nous aurons les élections avant fin décembre 2023. Comment voulez-vous que moi ici, je vienne vous dire le contraire? Donc ils maîtrisent, ils savent ils savent ce qu'ils disent, je pense, ce sont des grands responsables. Ils savent ce qu'ils disent, ils sont convaincus qu'il se passera quelque chose, que les élections auront bel et bien lieu. Moi, je ne dirais pas le contraire. Mais par contre, ce que vous, je veux dire, CENCO, avez déjà dit par le passé, c'était qu'il faille faire un dialogue avant les élections. Et qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de dialogue en interne, politique, à l'externe, à l'extérieur, avec les voisins, sans oublier les mouvements, le M23.
ne serait-ce pas un contexte propice pour abattre les cartes et puis évacuer aussi, y compris la question électorale, une bonne fois pour toutes? La question d'M23, elle est très complexe. Il faut pas... D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. La CENCO et l'ECC n'avaient pas parlé de dialogue. J'avais d'ailleurs évité le terme dialogue. Bien sûr, témoin, j'en sais quelque chose. On avait carrément écarté le terme dialogue. Mais ce qu'ils avaient demandé, CENCO et l'ECC en ce moment-là, c'était pas pour le glissement, pour faire recaler la date de la tenue des élections, non. C'était juste pour obtenir un consensus sur des options explosives du processus électoral. Un consensus autour de la CENI, un consensus autour de la loi électorale, etc. C'est ce qu'ils cherchaient. Et ils n'avaient pas obtenu. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte électoral caractérisé par une méfiance totale entre les acteurs de l'opposition et ceux de la majorité. Quand vous écoutez les acteurs de l'opposition, vous comprenez que les résultats qui seront publiés après les élections prochaines sont déjà contestés. Oui. Quand ils parlent de la Cour constitutionnelle, quand ils parlent de la CENI, quand ils parlent de la loi électorale, quand vous les suivez, vous comprenez, nous avons été avec eux dans beaucoup de panels, avec d'un côté l'opposition, de l'autre la majorité, et nous, société civile, et nous avons plusieurs fois entendu que les élections prochaines étaient déjà, les résultats étaient déjà requisés. C'est en ce moment-là que notre mission d'observation électorale et tant d'autres, et je précise que notre mission d'observation est citoyenne, c'est comme ça que cette mission trouve toute sa place. C'est pour essayer de remettre cette confiance entre les acteurs. Et je l'ai dit aussi, c'est pour aussi participer à l'accroissement de la confiance même du public dans ce processus électoral. C'est ça le rôle principal que notre mission d'observation électorale voudrait jouer, c'est construire la confiance entre les acteurs politiques, participer à l'accroissement de la confiance du public, les citoyens congolais dans ce processus, et favoriser l'acceptation des résultats qui devraient être publiés. C'est très important qu'on nous comprenne là-dessus. Donc c'est toute la contribution que ECC et CENCO vont devoir apporter dans ce processus. Et donc pas de place pour un dialogue? Le dialogue, bon, les églises ne peuvent pas récuser le dialogue. Toute résolution pacifique des conflits pour l'église, c'est bienvenu. Mais dialogue, pas de glissement, mais pour le processus électoral. Moi, je ne voudrais pas parler de ça parce que les acteurs principaux n'en parlaient pas. Et surtout que ma hiérarchie n'en parlait pas maintenant. Donc, on observe, on voit comment les choses se passent. Voilà, merci beaucoup Cyril Ebotoko d'avoir répondu à notre invitation. Merci John, ça a été un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Merci. Madame, Monsieur, je pense que vous avez tiré les meilleurs de ces questionnements. Quel mécanisme de transparence pour des élections crédibles en 2023 à l'occasion des opérations d'identification et enrôlement des électeurs? Nous avons reçu pour vous sur ce plateau Monsieur Cyril Ebotoko, chargé des programmes éducation civique et élections à la commission épiscopale du CCP. Il est également superviseur technique national de la mission d'observation conjointe CENCO et CECI. Merci et bonne continuation sur nos programmes. Au revoir.